Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Lucie Lebouleux. Du coup, je suis chargée de recherche au CNRS, rattachée à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble. Et on m'a demandé de parler de comment je concilie recherche et médiation scientifique. Je vais plutôt essayer de vous parler de comment j'essaye de concilier recherche et médiation scientifique. Voilà. Concernant la médiation scientifique, je vais parler de la recherche un peu après. J'ai pas eu de formation particulière, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas d'expertise, c'est plutôt un retour d'expérience et c'est plutôt apprendre sur le tas, faire plein d'erreurs et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Alors concernant ma recherche, parce qu'avant tout je suis quand même chercheuse, je travaille... Oh c'est très haut. Je suis spécialisée en optique pour l'instrumentation pour l'imagerie d'exoplanètes. C'est plein de noms barbares et ça a l'air pas fun du tout, ce qui veut dire que c'est aussi assez compliqué à vulgariser. Les exoplanètes, ça parle à tout le monde? Oui, ok, très bien. L'imagerie d'exoplanètes, donc voir des exoplanètes. L'objectif ultime étant d'obtenir ce type d'image. Ici, c'est une image de simulation. Est-ce qu'on voit la souris? Oui, on voit la souris. D'un système planétaire avec Vénus, la Terre et Jupiter vus par un télescope tel qu'on aimerait construire. Aujourd'hui, on n'est pas capable d'obtenir ce type d'image. C'est un vrai défi scientifique parce que la Terre est très peu brillante par rapport au Soleil. Donc observer une autre Terre à côté d'un autre Soleil, c'est très compliqué. Et qui dit défi scientifique dit défi instrumental. Et c'est sur ça que je travaille, donc ce type de télescope géant qui sera envoyé dans l'espace. Donc celui-ci, c'est Habitable World Observatory qui serait envoyé d'ici l'horizon 2040-2045. Donc tout ça, c'est un peu ma recherche. Et à côté de cette recherche, je fais beaucoup de diffusion scientifique. Et pour parler de diffusion, je vais commencer par me taire. Est-ce qu'on entend? Ah, on n'entend que de mon ordi? Les élèves. Pardon, on n'entend que de mon ordi, je crois. Est-ce qu'il y a moyen Je fais un test. Ah bon, je vais tenter sans le son, du coup. Tant pis. Colle le micro sur l'ordi, ça va? Ouais. J'y crois pas trop. Je sais même pas par où sort le son. Vous entendez rien du tout? Bonjour, Ah, ok. Nous sommes les élèves de l'école Marcel-Le Guen à l'île de la Réunion qui se trouve dans l'océan Indien. Bonjour, nous sommes la classe de CE2, CM1, CM2 de l'école des Assions. Notre école est dans le sud de la France, en Ardèche. Bonjour à tous, nous sommes les élèves de CM2B. Nous étudions à l'école élémentaire Eliette d'Anglade, à Cayenne, en Guyane française. Bonjour à tous, je m'appelle Tano Maria. Je suis à l'école internationale Jules Verne à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour, nous sommes la classe de CM1 de l'école Auguste Feller de Vieux-Port, en Guadeloupe. L'astronomie, c'est l'observation et la recherche des objets inconnus de l'univers. L'espace nous évoque pour nous les planètes, les étoiles, la station spatiale, le système solaire, les satellites. J'aimerais poser cette question. Si Jupiter est une planète gazeuse, est-ce que si on marche dessus, on va tomber ou non? Est-ce que vous êtes obligé de casser, de démolir les satellites? Est-ce qu'ils doivent se cracher? Nous espérons apprendre plein de choses, tous ensemble, sur l'astronomie grâce à ce projet. Merci pour toutes les réponses que vous apporterez à nos questions. Merci à tout le monde. Voilà, je ne sais pas si vous avez tous bien entendu. Non? C'est le dernier projet que j'ai organisé. Ce que vous venez d'entendre, donc ce sont essayez d'entendre, sont des extraits sonores d'un festival virtuel que j'ai co-organisé en mai dernier, qui s'appelle les Speed Astro Meetings, avec Mio Janvier, qui est tout là-haut, et qui est aussi astrophysicienne. Et c'était un projet où on avait 19 intervenants et intervenantes en astrophysique, dont Maïka et d'autres personnes ici. Je ne sais pas si Mathieu est là, notamment. Et il y avait 14 classes, et ces classes étaient en primaire et dans des zones isolées, donc soit à l'étranger francophone, notamment Togo, Côte d'Ivoire et Maroc, en zone sinistrée au Maroc, en France métropolitaine dans des zones rurales,
et en Outre-mer, donc La Réunion, Guadeloupe et Guyane française. Et c'était un projet donc, pour mettre en contact des élèves qui sont isolés, loin des sciences, c'était le but, et notamment loin des métropoles, donc qui n'ont pas accès à la fois aux infrastructures de diffusion scientifique, musées scientifiques, planétariums, etc., et qui n'ont pas accès aussi aux laboratoires de recherche et aux fêtes, aux manifestations scientifiques, fêtes de la science, etc. Et c'est un projet, c'est le dernier qu'on a développé avec Mio, et c'est aussi un projet qui me tenait beaucoup à cœur, parce qu'il illustre vraiment ce qui est important pour moi en diffusion scientifique, c'est aller là où la science ne va pas forcément, n'est pas forcément accessible, et parler notamment de diversité et d'inclusion. Et donc, je fais beaucoup de diffusion scientifique, ça c'est un exemple, mais il y a je vais parler un peu de mes objectifs et de mes motivations personnelles. Donc ça va plutôt être un témoignage, cette présentation. Donc d'abord, c'est faire la diffusion scientifique, ça fait partie de notre devoir en tant que chercheur ou de chercheuse. Il y a aussi un autre devoir quand on est chercheur ou chercheuse au CNRS, c'est qu'on a un statut et donc il ne faut pas dire de bêtises. On doit avoir une grande rigueur dans ce qu'on raconte. Et je vais en reparler plus tard. Et ça, c'est normal parce que notre crédibilité à parler vient uniquement de notre statut. Et donc, il faut garder une grande rigueur. Ensuite, deuxième objectif, c'est bien entendu, alors je ne vais pas rien vous apprendre parce que ça, c'est l'objectif majoritaire pour tout le monde, c'est d'attiser la curiosité. Donc, proposer du contenu, de l'information. Ensuite, proposer des outils d'analyse critique. Ça, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Donc, aller plus loin que l'information, proposer vraiment des outils pour comprendre, pour analyser l'information. Donc ça aussi un peu plus long terme. Et enfin, j'ai un plan top secret que je vais vous dévoiler, qui est très égoïste. C'est d'améliorer le milieu académique. Voilà. Donc je vais commencer par une parenthèse très subtile. Donc l'astronomie, je ne vais rien vous apprendre, elle a les défauts historiques d'une science qui a longtemps et qui est toujours aujourd'hui l'idée par des hommes blancs en particulier. Et on gagne, et on gagnera encore beaucoup, d'augmenter la diversité et l'inclusion des groupes sous-représentés en astronomie. Alors moi, je suis une femme, et il existe des statistiques sur les femmes, il en existe beaucoup moins, ou très incomplètes, ou pas du tout, sur les autres groupes sous-représentés, donc je vais parler davantage, même uniquement des femmes. Il y a des problèmes. Bon, je vous ai entendu parler du projet implicite, ou pas ? Qui ne connaît pas ce projet. C'est un projet développé par Harvard que l'on peut faire. Ah bah merci. Chacun peut faire ce projet, enfin participer au projet en allant sur Harvard Implicit Project si vous voulez le faire, qui mesure les biais inconscients qu'on a en termes d'association d'idées. Donc avec les femmes, par exemple, il y a plein d'autres catégories. On peut associer hommes et femmes à sciences ou les arts libéraux. C'est en anglais. Et on s'aperçoit du coup que sur plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de réponses, à 70%, l'audience, enfin les gens qui répondent au questionnaire, associent hommes à sciences et femmes aux arts libéraux. Il y a donc un biais énorme dans la société d'association entre les hommes et les sciences, et les femmes sont un peu mises de côté. Résultat, enfin c'est pas forcément un résultat, mais en parallèle, on s'aperçoit que parmi les membres de l'Union astronomique internationale, l'IAU, donc l'association des astrophysiciens et astrophysiciennes, globalement pour résumer, il y a seulement 21% de femmes. Et la plupart de ces femmes sont jeunes. Donc elles arrivent dans le milieu aujourd'hui. Pourquoi il y en a si peu ? Il y a le phénomène notamment de tuyaux percés. Une carrière traditionnelle, c'est des études, un doctorat, des post-doctorats, donc des CDD de recherche, et un poste permanent si on a beaucoup de chance. Si on démarre avec 50%, les chiffres disent qu'en général, aux États-Unis, en sciences et en ingénierie, à la fin, il y a 20% de femmes qui ont des postes permanents. Il y a des femmes qui quittent le milieu à différentes étapes de la carrière et des études. Il y a aussi des hommes, et c'est tout aussi dramatique, mais les femmes, c'est vraiment un phénomène majoritaire, ce qui fait que le pourcentage diminue à chaque étape. Il y a des raisons internes à cette diminution de pourcentage de femmes, des raisons internes au système académique et aussi des raisons qui sont sociétales. Et là, j'en profite, parce qu'il y a des femmes qui sont notamment peu représentées dans le domaine public, parce qu'on parle de diffusion scientifique. Et être une femme pour faire la diffusion scientifique, c'est aussi important, parce qu'on représente un groupe sous-représenté. Il y a ce site web, si jamais vous ne le connaissez pas, et que vous êtes une femme scientifique ou un acteur ou une actrice de la médiation scientifique, Les Expertes, ça met en contact des femmes scientifiques ou expertes avec des acteurs et des actrices de la médiation scientifique. À Grenoble, il y en a 130, je crois. Et il y en a 4 qui sont à l'IPAG, et je sais que Maïka y est. J'ai vérifié ce matin. Fin de cette parenthèse très subtile. Voilà.
Donc ça, c'était mes objectifs. Et moi, alors j'ai suivi cette carrière très classique et j'ai eu de la chance parce que je suis arrivée jusqu'au CNRS, donc beaucoup de chance. Ma spécialité, c'est donc l'optique pour l'instrumentation pour l'imagerie d'exoplanètes, et c'est vraiment la spécialité auprès du grand public qui ne paraît pas comme la plus fun et la plus simple à vulgariser. On parle d'instrumentation, on parle de technologie, d'ingénierie. C'est vraiment pas le plus simple à rendre intéressant pour le grand public. Les gens veulent surtout entendre parler de la vie ailleurs, d'aliens, de trous noirs, etc. Et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à faire de la diffusion scientifique. Tout d'abord, pendant le doctorat, alors je ne suis pas du tout dans un milieu scientifique, je suis dans un milieu familial plutôt artistique. Donc j'avais des collaborations et j'ai mis en place des projets arts et sciences via des connaissances de ma famille et via des connaissances que j'avais en dehors de la famille et de la recherche. Donc ça a été ma première approche de la diffusion scientifique. En postdoctorat, j'ai eu la chance, j'ai eu le prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Et là, on avait accès à une agence de presse qui s'occupait de nous pendant quelques mois. Et on avait des formations pour savoir répondre aux journalistes, notamment. Et on était mis en contact avec on était 35, mis en contact avec des journalistes, des médias en général, plutôt régionaux. Et là, j'ai appris plein de choses et j'ai commencé à parler de mon sujet de recherche dans les médias, qui était le télescope spatial James Webb. Et il se trouve, à ce moment-là, personne n'en parlait du télescope spatial James Webb. Mais il se trouve qu'à la fin, le 25 décembre 2021, ce télescope il a été lancé et c'est devenu le télescope le plus grand et le plus cher jamais envoyé dans l'espace. 11 milliards de dollars. Et là, tout d'un coup, les médias ont commencé à se dire « Ah, mais qui est capable de répondre à nos questions sur le James Webb ?» Et je faisais partie des noms francophones qui ressortaient. Parmi plein d'autres noms de plein d'experts et de plein d'expertes, il y avait mon nom et du coup, ça a été mon deuxième tremplin pour faire de la médiation. Ensuite, il y a eu les images du James Webb. Il y a eu quelques actualités, notamment liées à l'optique. Il y a eu des prix Nobel liés à l'optique. Donc c'est super chouette, j'ai aussi pu en parler. Et voilà. En parallèle, la médiation scientifique, je ne vais pas l'écrire, mais je vais juste en parler un petit peu. Ça a aussi été un frein. Enfin, moi, je l'ai vécu comme quelque chose de très intéressant, mais ça peut être vu comme un frein en recherche. Notamment quand on fait des collaborations, quand on répond à des interviews, quand on reçoit un prix et que ça nous prend un mois d'interview, ça veut dire que c'est un mois en moins pour faire de la recherche, pour préparer les concours. C'est très joli. Pour préparer les concours. Et donc ça, c'est forcément des freins ou un retard qu'on prend dans notre carrière. Mais j'ai appris quand même plein de choses en termes de médiation. Je pense que là, vous n'allez pas forcément apprendre grand-chose, mais c'est mon retour. D'abord, c'est qu'il faut connaître son sujet, donc le fond, connaître ses canaux de diffusion, donc la forme, et ensuite connaître ses limites. Et là, je reprends une expression très locale qu'on a chez moi en Bretagne, vraiment très locale, qui dit « va pas où t'as papier ». Je reviendrai sur ça à la fin. Tout d'abord, il faut identifier son sujet. Donc ça m'a pris quelques temps de quoi je peux parler sereinement, sur quoi est-ce que je suis pertinente. Et il y a un peu ces mots-clés qui sont ressortis. J'aurais pu faire un copier-coller de tous mes threads Twitter et toutes mes interventions, les mettre sur un truc qui crée des nuages de mots. Et je pense que c'est à peu près les mots qui seraient ressortis. C'est parler des fake news, donc des erreurs dans la démarche scientifique, parler du James Webb Space Telescope, parler d'optique, parler de télescopes géants, d'aigrettes de diffraction. C'est un phénomène optique particulier dont je suis très très fan, de femmes en sciences et d'exoplanètes. Et encore, exoplanètes, je ne sais pas tout. Ensuite, si ça sort de ces sujets-là, et même exoplanètes, si on parle par exemple de climatologie sur les exoplanètes, je refuse de répondre. Soit je refuse une interview, et même si c'est du direct, par exemple une présentation grand public et qu'on me pose des questions, je dis que je ne sais pas, ou que je ne suis pas sûre et que je préfère ne pas répondre. Et je renvoie vers des experts ou des expertes d'autres sujets. J'essaye en général de donner des noms de femmes aussi pour des questions de diversité. Pour ma part, alors ces sujets, je les ai réunis en contenu scientifique, en méthodologie scientifique et femmes et sciences. Donc un aspect plus sociétal. En contenu scientifique, donc je parle beaucoup d'optique, là c'est les lentilles de Fresnel. Là j'ai mis que des posts Twitter, mais c'est pareil ailleurs. Mais là j'avais des images. Les lentilles de Fresnel, j'adore, c'est dans les phares, c'est absolument magnifique. Les fameuses aigrettes de diffraction, les phénomènes optiques que j'adore. Méthodologie scientifique, à la base je pars soit de théories du complot qui émergent de temps en temps régulièrement sur Twitter ou ailleurs, soit je pars d'anecdotes historiques. Donc en bas c'était la découverte soi-disant des rayons N, qui est une grosse arnaque historique. Et ça me permet de parler de méthodologie. Donc là-haut, je fais une démonstration mathématique sur des phénomènes optiques. Et en bas, je parle de biais de raisonnement, je parle d'ego de chercheurs et de chercheuses. Et je parle aussi de l'importance du peer review,
la relecture par les pairs en astronomie et en astrophysique. Donc un peu tout ce dont a parlé Mathieu hier. Et au centre, c'est les femmes en sciences. Ça, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Je parle davantage de mon expérience et j'aime bien en faire de l'humour, donc faire des comparaisons à la noix. Donc là, c'est les couvertures de Martine. Mais sinon, ça peut être aussi d'autres sujets que les femmes en sciences où je fais des comparaisons. J'avais fait les méchants dans Disney qui représentent des trucs dans le ciel, etc. En fait, tout et n'importe quoi est une excuse à parler de science, notamment sur Twitter. Voilà. Connaître ces canaux. Donc là, je ne vais pas forcément apprendre grand-chose à grand monde, mais en fonction des canaux, on ne s'adresse pas forcément à la même audience et on ne parle pas forcément de la même chose. Ce qui est important, c'est d'atteindre important pour moi en tout cas, c'est d'atteindre le maximum de sphères, de connaissances, et en particulier, j'en ai déjà parlé au tout début, les personnes qui sont isolées scientifiquement. C'est vraiment une audience que moi j'aime beaucoup. Bon, je vais faire un petit résumé. Il y a les médias traditionnels, télé, des journaux, des magazines et la radio. Donc là, c'est une audience qui va être plutôt spécialisée parce qu'il faut connaître les émissions. On tombe rarement sur La Terre au carré par hasard, par exemple, ou sur la science CQFD par hasard. Les gens qui lancent la science CQFD savent ce qu'ils vont écouter. Et en général, c'est des émissions qui sont assez longues et qui vont un petit peu en profondeur. Les réseaux sociaux, ça j'aime beaucoup. Il y a Twitch, YouTube en particulier, qui ont des formats qui peuvent être très longs et qui permettent de s'adresser aux jeunes. Et comme c'est des formats très longs et uniquement centrés sur une expertise, ça permet vraiment d'aller en profondeur sur un sujet. Alors là, c'est vraiment génial. Il y a les autres réseaux sociaux, Twitter, bon, vous avez compris, j'aime beaucoup Twitter, mais aussi TikTok. Ça, c'est un format que je n'aime pas du tout. Les formats d'1 minute, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. J'y avais réfléchi, mais c'est trop compliqué pour moi. Et enfin, les rencontres. Donc TEDx, des conférences grand public, il peut y avoir des rencontres dans des salles de classe. Et j'ai mis en bas aussi un truc, une des dernières que j'ai faites, j'étais à Hawaï. Et à Hawaï, il y a une thématique particulière, il y a une autre motivation à faire de la diffusion scientifique, c'est qu'il y a beaucoup de conflits entre les acteurs et les actrices de l'astronomie et la population locale. Parce que notamment dans l'histoire, les astronomes n'ont pas du tout respecté leurs engagements en construisant leurs télescopes sur des terres sacrées envers la population locale. Et donc, il est très important de rétablir un dialogue. Et en ce moment, par exemple, il y a la construction du TMT, du 30 Meter Telescope, qui est totalement arrêté à Hawaï et qui est probablement abandonné à Hawaï. Voilà, donc quand je me suis retrouvée à Hawaï, bien entendu, je me suis retrouvée à faire de la diffusion scientifique en anglais cette fois-ci, ça c'était une deuxième fois, mais voilà. Donc il y a un aspect politique derrière aussi. Et enfin, il y a la création de supports. Donc là, c'est via les collaborations, notamment avec des artistes. Donc ça, c'est pour ça, je pense que les médiateurs, les médiatrices sont beaucoup plus à même de le faire que les scientifiques en général, et que les experts et les expertes, parce que nous, on a besoin d'énormément d'expertise que l'on n'a pas pour ce sujet, de connaissances pour la réalisation, pour la diffusion de ce qu'on crée, et aussi même pour le contenu, on a besoin de faire intervenir d'autres personnes. Mais je vais quand même... Donc ça parle de collaboration. Donc il y a 2 cas de collaboration avec lesquels, à chaque fois, ça se passe soit suivant un cas, soit suivant l'autre, en gros. Dans le premier cas, on me contacte. Alors j'ai mis J pour journaliste. J me contacte avec un projet, que ce soit une émission, une interview, une rencontre dans une salle de classe, une conférence ou un projet artistique. J me décrit ses idées, son besoin. Et là, il y a 2 configurations. Soit je suis utile, donc je suis pertinente sur le sujet, et je lui apporte du contenu, ou je lui apporte un accès à l'observatoire, aux archives, etc. Ou alors je ne suis pas pertinente, et dans ce cas-là, je propose quelqu'un d'autre. Il ne m'est jamais arrivé de ne pas proposer quelqu'un d'autre. Ensuite, on se rend compte, que ce soit dans le cadre d'une interview en direct, d'un enregistrement, ou pour un accès, encore une fois, aux archives, etc. Et là, je prie pour que j'y respecte ce qu'on avait prévu. Et ça, spoiler, c'est très rare. Enfin, pas très rare, mais on va dire 1 fois sur 2, les conditions ne sont pas respectées. Et ça, en tant que scientifique, c'est très traumatisant. Notamment, pour donner des exemples, ça va être des questions qui ne sont pas respectées. On avait prévu d'aborder un sujet, et le sujet, en fait, c'est totalement différent, et on me pose des questions sur les climats des exoplanètes, ce qui n'est pas du tout donc, ma spécialité, ou sur les trous noirs, ce qui n'est vraiment, vraiment pas du tout ma spécialité. Ou alors, on me demande de rencontrer, de tourner quelque chose au labo ou ailleurs, et on ne va pas du tout respecter mes collègues, alors qu'il était prévu que mes collègues interviennent, et finalement mes collègues ne sont pas du tout... c'est arrivé dans des cas, notamment un tournage avec des artistes,
On m'avait demandé de faire venir des artistes pour un tournage. Et les artistes, finalement, pendant toute une journée, ont servi à servir le café, quoi. Et ça, c'est vraiment très irrespectueux. Et les conditions n'étaient pas respectées. Les artistes devaient intervenir, ça leur faisait de la publicité. Et c'était très traumatisant et éprouvant. Alors là, voilà, par exemple, Guillaume Marmin faisait partie de ces artistes. C'est un artiste avec qui j'ai collaboré de Nantes. Et il a eu accès aux archives de l'Observatoire de Paris, aux observations aussi. Il a fait des observations à Grenoble sur le soleil. Et il a fait des œuvres art et son autour du soleil. Donc ça, c'est un cas qui s'est très bien passé avec Guillaume. Deuxième cas, de temps en temps, je me prends pour une médiatrice scientifique. Je me sens pousser des ailes et j'ai une idée qui est parfois mauvaise, souvent mauvaise. Et là, je contacte plein de personnes qui sont expertes du sujet ou en médiation, donc des médiateurs, des médiatrices, des artistes, des personnes qui savent réaliser des choses, donc pas du tout moi. Et là, je reçois plein d'aides, donc des conseils, une expertise, les personnes sont vraiment adorables. Et c'est le cas notamment, en ce moment, je monte un podcast, le podcast Venu d'ailleurs, avec Franck Celsis de Bordeaux. Et notamment, on a eu l'aide ici de Marion Sabourdi, qui organise aujourd'hui et qui fait l'atelier sur le podcast cet après-midi. Voilà, qui m'a aidé à avoir du matériel, un lieu pour enregistrer, qui m'a donné plein d'informations sur les logiciels, sur le montage, etc. Le dernier sujet que je voulais aborder, c'était connaître ses limites. Et donc, avec cette expression qu'on a chez moi, va pas où t'as papier. Déjà, un ou une scientifique, c'est pas un vulgarisateur, une vulgarisatrice, ça je vous apprends rien, mais on doit rester pertinent uniquement dans le cadre de notre recherche. Pour moi, ça c'est vraiment très important. J'ai fait l'erreur, j'ai débordé de mon sujet d'expertise, j'ai dit des bêtises, je me suis excusée publiquement. Voilà, c'est arrivé. Et j'ai fait supprimer les informations qui étaient fausses. Donc c'est important d'identifier les limites de son sujet. Jamais je parlerai de trous noirs ou de matière noire comme Cyril hier. Identifier les limites de son audience. Moi, il y a une audience avec laquelle je ne suis absolument pas à l'aise, ce sont les enfants, surtout moins de 11-12 ans. Je ne suis pas du tout à l'aise face à cette audience. J'adore les enfants, mais je ne suis vraiment pas à l'aise pour leur parler de science. Ensuite, identifier les canaux où on n'est pas à l'aise. Donc, j'en ai déjà parlé, TikTok, être face cam pendant 1 minute et sourire et parler de science, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. Là, j'ai un format d'une demi-heure, 45 minutes pour parler, donc c'est formidable. Ensuite, il faut se ménager parce qu'on est chercheur ou chercheuse avant tout et on est quand même payé pour ça, même si on peut faire de la diffusion. Ça veut dire gérer son temps, gérer son énergie, gérer son stress. Sortir de sa zone de confort ou d'expertise et faire de la médiation scientifique, c'est du stress. Ça demande de l'énergie qu'on ne met pas dans la recherche et ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Ensuite, il faut se former. Donc, j'ai fait des formations par L'Oréal, il y a des formations à l'université, j'ai fait plein de formations et je continue d'en faire et je continuerai d'en faire parce que je suis encore loin d'être parfaite en médiation. Et bien s'entourer, j'en ai déjà parlé. Et enfin, globalement, tous ces conseils peuvent être réunis en un seul conseil qui est de se rappeler de ses objectifs. Moi, mon objectif, c'est d'informer, de donner de l'information. C'est de former, alors le terme n'est pas très bien, mais ça rentrait bien dans la ligne. Donc former, donc apporter des outils critiques, des outils d'analyse critique et améliorer le milieu académique. Si on propose quelque chose et que ça ne respecte pas cet objectif, par exemple, si vous pouvez nous parler de trous noirs, je ne sais pas informer sur le sujet, ou je vais dire des erreurs, ou je serai moins pertinente que quelqu'un d'autre. Et si je suis moins pertinente, j'informe mal, je ne respecte pas mon objectif, soit je refuse, soit je renvoie vers une autre personne. Voilà, on est globalement là pour un apport d'information et de méthodologie. Pour conclure, concilier, on m'a demandé de parler de concilier recherche et médiation scientifique. Alors c'est un problème à 3 corps, et comme vous savez, les problèmes à 3 corps, c'est très compliqué en astrophysique. Déjà, moi, je gagne énormément de la recherche au quotidien, encore heureux, parce que je fais ça la majorité du temps. Je gagne aussi énormément en faisant de la médiation scientifique, ça a même servi à ma recherche. Je pense que sans la médiation scientifique, je serais beaucoup moins à l'aise à l'oral, et notamment pour les auditions, pour avoir des postes non permanents et des postes permanents. Je pense que vraiment la médiation m'a aidé à avoir un poste permanent, même si, j'en ai parlé plus tôt, ça peut être un frein dans la carrière. J'espère au maximum que je suis aussi utile à la recherche et que je suis un petit peu utile aussi à la médiation scientifique. J'essaye en tout cas. Et sinon, je voulais ajouter une phrase, transformer une phrase. Donc, au prix L'Oréal UNESCO, il y a cette phrase que tout le monde aime bien, utilise, on nous l'a beaucoup répété. The world needs science and science needs women. Le monde a besoin des sciences et les sciences ont besoin des femmes.
Et j'ai un peu transformé avec The World is Science and Science in the World pour juste essayer de se souvenir constamment que notre métier, il n'a aucun sens sans la société civile. Voilà, merci beaucoup. Et je peux répondre aux questions s'il y en a. Voilà, il y a un micro qui peut circuler pour des questions. Merci beaucoup, en tout cas pour cette présentation. Une question au milieu. Est-ce que vous pouvez faire passer le micro derrière vous ? Bonjour, merci pour ce témoignage rafraîchissant, c'est super. Je voulais juste savoir quelle est la proportion à peu près entre médiation et recherche et comment c'est perçu par ton organisme, ta hiérarchie. Alors, la proportion, alors normalement je suis aux 37 heures. En pratique, je fais plutôt 45 heures de recherche et 5 à 10 heures de médiation par semaine. Donc j'en fais surtout le week-end, sauf quand j'ai vraiment pas le choix, quelque chose se place vraiment en pleine journée. Donc c'est surtout le week-end ou le soir que je travaille sur ça. Donc 5 à 10 heures. Enfin, le festival, par exemple, c'était plusieurs journées par semaine d'organisation les semaines d'avant, mais par contre, j'avais rien fait pendant plusieurs mois avant. Voilà. Ça dépend beaucoup de ce qui vient. C'est quand même beaucoup. Et comment c'est pris par ma hiérarchie ? C'est assez bien pris. J'ai quand même eu un warning en arrivant. Attention, t'en fais beaucoup. C'était beaucoup moins bien pris quand j'étais non permanente, parce que vraiment, une partie de mes chefs disaient vraiment tu te tires une balle dans le pied, quoi, globalement, en faisant de la médiation et en y consacrant du temps. Déjà, les collaborations Arts et Sciences, je les ai mises en place plutôt pendant ma rédaction de doctorat. J'y tenais beaucoup, donc pour moi, je l'ai quand même fait, mais certains de mes chefs m'avaient dit attention, arrête ça, mets ça de côté et tout. Et après, le prix L'Oréal, pareil, c'est censé être prestigieux, mais il y a une partie de mes chefs qui n'avaient pas du tout bien pris la chose parce que ça me prenait du temps. Voilà, donc c'est... Mais au CNRS, c'est bien pris si on continue de faire de la recherche. C'est vraiment ça. Si on fait notre boulot en recherche, il n'y a pas de souci. Ça fait même partie du coup de la mission du CNRS, la diffusion. On est payé par les impôts des gens, on paye aussi les impôts, et on fait en échange... On rend ce qu'on nous donne, c'est-à-dire on rend du temps et de la science aux gens. D'autres questions ? Il y a un micro au milieu de la... Ouais, c'est juste, du coup, je suis pas mal étonné là par ta réponse. C'est parce que tu le prends vraiment en dehors de tes heures de travail ? C'est parce que tu te sens pas légitime de prendre ça sur tes heures de travail ? Ou c'est que tu as déjà toute cette recherche qui te passionne et tu fais ça en addition ? Parce que pour moi, tu pourrais le prendre sur des heures de travail, un tel engagement. Je le prends souvent sur les heures de travail. Enfin, ça dépend en fait. Si c'est une collaboration longue, je vais plutôt le faire en dehors. Si c'est un passage à la radio, je vais le faire pendant mes heures de travail. Ça va dépendre. Mardi, dans une semaine, il y a France 2 qui vient tourner toute une journée au labo. Ils viennent en journée en labo un mardi et le lendemain, je suis en vacances. Alors, ce sera sur mon temps de travail. Mais j'essaye de ne pas abuser non plus parce qu'on doit faire de la recherche. Et la recherche me passionne. Et c'est vrai que si j'y passe une journée par semaine à faire de la diffusion ou plus, c'est une journée en moins à faire des sciences. Et en ce moment, je suis dans des collaborations scientifiques qui sont absolument géniales sur ce télescope spatial dont je parlais tout à l'heure, qui est absolument génial. Et si j'y passe pas de temps, j'ai pas de résultat. Et je suis triste parce qu'après, je travaille pas dessus, quoi. Mais je pourrais passer plus de temps à faire la diffusion sur mon temps de travail. Mais je pense que tous les chercheurs et toutes les chercheuses, comme tout le monde dans cette salle, je pense qu'on est passionnés par notre travail. Et grappiller son temps de travail, c'est aussi... ça nous fait mal au cœur. Julien, c'est... Merci pour ton témoignage. Je voulais savoir si tes activités de médiation t'aident aussi dans ta recherche en général, si ça te donne, je sais pas, de la créativité ou si ça te permet de te familiariser plus avec des concepts. Oui, alors... Ah là, c'est une question tellement géniale. Alors déjà, en termes de forme, la manière dont je présente en conférence a beaucoup été influencée par la manière, en conférence scientifique, a beaucoup été influencée par la manière dont je présente. Par exemple, il y a très peu de texte sur mes slides en général, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris via la diffusion. Voilà. Parce que les gens préfèrent les images, et que les images, ça parle très bien. Mais par contre, du coup, j'ai des notes, parce que je me perds sinon.
Et ensuite, par exemple, dans le cadre du podcast que je monte en ce moment, j'interviewe des chercheurs et des chercheuses qui ont des spécialités différentes autour du thème de la vie ailleurs. Et ça m'oblige à énormément me renseigner sur ce thème-là. Moi, je connais un peu ma rubrique exoplanètes, instrumentation pour les exoplanètes sur la question de la vie ailleurs, mais je n'ai pas du tout toutes les autres thématiques. Et être dans la position de la personne qui interviewe, qui prépare les interviews, qui lit des articles sur le sujet, qui essaye d'avoir les dernières informations, les dernières actualités sur le sujet, ça me permet d'en apprendre beaucoup de choses, notamment sur la climatologie d'exoplanètes. J'ai appris plein de choses sur la climatologie d'exoplanètes, c'était le dernier épisode qu'on a enregistré, c'était trop bien. Bon, je ne vais pas non plus en parler en conférence parce que ce n'est pas ma spécialité, mais j'apprends plein de choses, ouais. Oui, bonjour, Chantal, je suis animatrice en astro. Je suis un peu surprise par la phrase « un scientifique n'est pas un vulgarisateur », parce que moi je vous suis sur Twitter. Quand vous faites un fil sur les aigrettes, c'est bien ce que vous faites. Vous vulgarisez ce que sont les aigrettes. Oui, mais je le fais avec un... Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas formé pour ça, forcément. Alors j'essaye de suivre des formations, mais je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas d'expertise sur le sujet. Je le fais sur Twitter. Je pense que c'est beaucoup moins... Et je le fais uniquement... Disons que je suis totalement en contrôle de ce que je raconte sur Twitter. Je pense que quelqu'un qui fait de la médiation scientifique est beaucoup plus broadband en termes de thématiques, beaucoup plus... peut aborder plein de thèmes différents en se renseignant sur plein de sujets différents. Et moi, ce n'est pas du tout ma capacité. Je n'ai pas les expertises. Je ne serais pas capable de monter un jeu, par exemple, comme on a eu hier dans la table ronde, de monter un jeu. Je suis incapable de le faire, de penser un jeu, je pense que j'ai pas le cerveau pour ça. J'essaye, je fais un podcast et tout, mais c'est totalement en dehors de mon expertise. C'est chouette aussi, mais je suis pas aussi pertinente que quelqu'un qui est professionnel et qui va monter un podcast. Je trouve. Mais merci pour Twitter. J'avais une question. Je suis là. Ah, oui. Je voulais juste savoir, dans le cas numéro 2, comment est-ce que tu trouves les médiateurs avec qui tu veux travailler ? Est-ce que par exemple c'est par Twitter parce que tu vois d'autres personnes qui sont très engagées sur Twitter et qui du coup font de la vulga, ou est-ce que c'est justement, comment est-ce que par exemple tu trouves les artistes avec qui tu veux travailler, qu'est-ce qui t'inspire, est-ce que voilà. Alors pour les artistes, ça va être uniquement du réseau, en dehors de Twitter, ça va être je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Honnêtement, c'est que ça. C'est comme ça que j'ai collaboré avec tout le monde. Après, donc ouais, ça c'est du réseau que j'ai depuis longtemps. Et après les médiateurs, médiatrices, ça il y a beaucoup qui sont arrivés par Twitter. Quand j'ai commencé à raconter des trucs sur les aigrettes et les femmes en sciences sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté et j'ai repéré qui parlait de vulgarisation ou de médiation scientifique et qui était pertinent. Et ensuite je fais des appels aussi de temps en temps. Je vais faire ça, j'ai besoin d'aide. Voilà. Donc il faut être présent sur Twitter. Moi, c'est Twitter. Alors, Twitter est très critiquable. D'ailleurs, en ce moment, je perds plein d'abonnés parce que je parle beaucoup de politique. Ça, c'est parmi les erreurs à ne pas faire, parler de politique sur Twitter. C'est une erreur que je continue de faire. En fait, c'était ça ma question, du coup. Je voulais savoir si, en tant qu'experte, si on peut appeler un chercheur scientifique, une chercheuse scientifique experte, quand on arrive dans un moment comme en ce moment, et pas que, là c'est une question politique, mais si on revient même au moment de la pandémie et tout ça, quelle position vous prenez, même si... je prends par exemple l'exemple du Covid parce que c'est une question que j'ai déjà posée. C'est pas dans votre expertise propre. Vous n'êtes pas épidémiologue ou virologue ou qu'importe, mais il y a quand même peut-être une forme d'engagement que vous pouvez prendre sur. J'y repensais tout à l'heure, les fake news, la démarche scientifique. Est-ce que vous sentez une responsabilité de prendre la parole quand il y a vraiment une urgence au niveau de la société, ou parce que c'est pas votre sujet, vous prenez pas la parole du tout? C'est une très bonne question et très compliquée, et je le fais très mal. Je le fais très mal. Alors quand ça concerne les sciences, j'essaye de ne pas parler en dehors de mon domaine, mais je diffuse ce qui est en dehors de mon domaine. Par exemple, s'il y a une annonce même sur les trous noirs, je peux la diffuser. Donc techniquement, s'il y a un article review qui est sorti sur
comment guérir du Covid de manière miraculeuse, soi-disant, je peux diffuser ce qui a été fait par quelqu'un d'autre. Je ne vais jamais prendre position sur le contenu. Je diffuse juste. Je ne sais pas du tout si c'est bien. Sur ma bio Twitter, il n'y a pas écrit que je suis au CNRS, par exemple, parce que quand on parle au nom de son institution, si notre institution est indiquée. Concernant la politique, c'est différent. Et même les thématiques sociétales, femmes et sciences, etc., c'est différent parce que je me dis que je suis scientifique dans mon domaine d'expertise et je suis citoyenne parce que je suis en France et que je suis française et que je vote en France. Je devrais ne rien dire. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui font ce choix-là et ils ont tout à fait raison. Moi, j'arrive pas à m'en empêcher. Ce que je fais, ce que j'essaye de faire, par exemple, il y avait les manifs pour la retraite, j'étais très engagée. Et ce que je faisais, c'est que je diffusais au maximum pour donner de la visibilité à la thématique. Et un mois après, je supprimais tout ce que j'avais diffusé pour qu'il n'y ait pas d'archives. Voilà. Comme ça, j'ai donné de la visibilité instantanée à l'information parce que je pense que c'est le principe de la manifestation. Même sur Twitter, même sur les réseaux sociaux en général, c'est le principe de la manifestation, c'est de donner de la visibilité, du chiffre à l'information. Et après, une fois que la manifestation sur Twitter, on va dire, le relais était passé, un mois plus tard, j'enlevais pour avoir un contenu homogène. Bon, c'est pas du tout la solution optimale, mais j'ai pas encore trouvé la solution optimale, surtout depuis un mois. Voilà. Et en général, quand je mets un post femme en sciences, je perds des abonnés. C'est triste. Surtout qu'en plus, Femmes et Sciences, je parle de mon expérience et je parle d'articles scientifiques. Donc je ne sors pas du tout d'un domaine expert, quoi. Soit je parle d'un témoignage personnel, soit je parle de données scientifiques. Bon, je perds des abonnés, c'est pas grave. Et quand je parle de politique, j'en perds énormément. C'est pas grave non plus. Voilà, je vais avoir une petite sphère avec les mêmes opinions politiques que moi sur Twitter. Merci beaucoup, Lucie, pour cette